Thury est de retour dans le code. D'heureux. Comment ça va? Ça va, mec, ça va. Je suis content que tu sois là, évidemment. Évidemment, on va parler de beaucoup de choses. Parce que tu parles de beaucoup de choses dans Les Amants Terribles. Mais avant d'aller un peu plus en détail, pour moi, après Bleu Gospel, Papillon Monarque, il y a un peu un moment où Thury, il est quand même plus identifié dans le paysage. Ouais. Donc ce projet-là, fatalement, vu que les deux ont marché à leur niveau, il est plus attendu aussi. Comment t'étais avant de délivrer un troisième projet? Bah, écoute, j'avais l'impression de pouvoir accueillir le timing parfait, de pouvoir bien contrôler le ballon. Hop là, comme dirait Zizou. En direct, on y va direct sur Zizou. Hop là. Ouais, pas qu'un concours de circonstances, c'est surtout que j'ai eu la chance de défendre Bleu Gospel et Papillon Monarque sur scène. Ouais. Pendant 1 an et demi, au moins. Et je sentais que c'était le moment, moi qui ne pensais pas sortir d'album à un moment. Rémi Mehdi du label peut confirmer. Je me dis, mais tu ne vois pas sortir un album et tout. Parce que pour toi, même maintenant, c'est pas des albums les premiers. C'est vraiment des EP, des projets, des... Non, le public a choisi que c'était des albums. Ouais, voilà, c'est pour ça. J'ai reçu la récompense, le prix Joséphine, pour Papillon Monarque, alors que c'était en face d'autres albums. Ouais. Donc les gens ont décidé que c'était des albums. Mais j'ai toujours dit que non, c'était des EP, tu vois. Ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans la conception d'un album? J'ai vécu beaucoup de choses. Ouais. J'ai vécu beaucoup de trucs. J'ai fait des erreurs dans ma vie d'homme. J'ai connu certaines trahisons et il était temps d'en parler. Il fallait que je parle de rédemption, il fallait que je parle de relation de pansement, il fallait que je parle de l'amour dans sa forme la plus pure. Et il fallait aussi que, comme je t'ai dit, que je parle de trahison, en fait, d'amour en général. Et je suis toujours aussi mal à l'aise devant les compliments à mon égard quand on me dit ça doit être un bête de mec parce qu'il sourit toujours, parce qu'il est solaire. Ouais. Et je suis très très mal à l'aise avec ce truc-là. Et on en avait déjà parlé. Et j'ai la chance de faire un métier qui me donne la parole et qui est capable de démaquiller un petit peu tous les artifices. Mais c'est-à-dire que toi, tu as à cœur justement de ne pas te faire passer pour le mec mortel que la fille croit que t'es dans la chanson. Tu dis ça, tu dis je suis mal à l'aise parce qu'elle croit que je suis un mec mortel. T'as ce besoin-là d'authenticité. Et je pense, j'ai aussi le sentiment qu'il y a, et ça, je vois aussi qu'il y a souvent ça, tu sais, peut-être en prenant de l'âge. Marre peut-être de mentir aussi. Non pas que t'aies forcément beaucoup menti dans le passé, mais t'as sûrement été amené parfois à mentir, à maquiller des choses, comme tu dis. Et là, j'ai le sentiment que, et c'était quand même déjà le cas un peu avant, parce que c'est pas nouveau, je trouve, chez toi, mais qu'il y a vraiment cette volonté-là non, mais de pas mentir. Mais c'était pas assez. Ouais. Tu vois, un mec comme Mousbad m'a déjà surnommé Pasteur Thury. Tu vois, pour se foutre de ce truc-là. Donc ouais, j'avais besoin de déconstruire. Et pourquoi t'avais ce besoin-là? Pourquoi tu veux pas juste te faire passer pour un mec cool et puis c'est bon? Parce que justement... Ce serait plus facile. Ou pas. Je suis juste mal à l'aise avec ce truc-là. Tu vois, on fait des erreurs, on en refera. Mais si je note toutes ces erreurs sur un post-it, sur mon chemin de galère, peut-être que ça me rappellera qu'il faut que j'évolue, qu'il faut que je grandisse et que je sois en constante amélioration. J'ai un fils, donc ça serait bien de pouvoir lui laisser quand même
la version la moins crade de moi. Est-ce que c'est parce qu'il y a une chanson qui lui est consacrée? Ouais. Globalement, tu parles pas de lui sur l'album, c'est pas le sujet de l'album, mais il conclut l'album. Parce que c'est l'amour en général, tu vois. J'ai déjà essuyé les petits commentaires du genre s'il fait un album sur les meufs, c'est bon, je descends du train. Mais c'est un album sur l'amour en général, donc j'étais obligé, c'était le point final. Est-ce que du coup c'est aussi pour lui que tu te dis que tu dois faire ce genre d'album-là? En fait, je pense à lui sur toutes mes œuvres. Sur toutes mes œuvres, je laisse toujours un morceau balise. Sur Bleu Gospel, c'était Sublime, qui lui expliquait que si un jour son père merde, ben, y a une lionne qui sera toujours en mesure de rattraper le coup. Et tout au long de Papillon Monarque, j'ai l'impression que je lui offre les informations si jamais à un moment il est dans le questionnement plus tard. S'il ressent certains manquements, où était mon père à ce moment-là? Qu'est-ce que mon père aurait fait? C'est tous ces trucs-là. Et sur celui-là, quand je parle de rédemption, ben, il a connu déjà la séparation entre sa mère et moi. Et c'était quelque chose qui l'a énormément affecté. C'est un hypersensible, lui aussi. Il me ressemble beaucoup. Au même âge, je me souviens d'à peu près tout, tu vois, à cette période-là. Et c'est à peu près les mêmes réactions. Et du coup, je me suis dit que j'allais peut-être faire la différence. Moi, il y a des choses que j'aurais aimé entendre de la part de mon père. Et moi, je voulais lui laisser ces morceaux-là. Je voulais lui laisser ce morceau en particulier pour lui expliquer que je comprenais sa douleur et surtout pour m'excuser. De pas avoir toujours été le papa parfait selon toi. Exactement. Exactement. Tu dis que c'est un album sur l'amour, au sens large. Et tout en étant très honnête aussi sur, comment dire, le rythme de vie que tu as, les ambitions que tu as aussi personnelles. C'est-à-dire qu'il y a même parfois une forme l'égocentrisme de l'artiste, tu sais, qui parfois va penser à lui, à son ambition personnelle. Tu dis que du coup, à cause de ton rythme de vie, tu as oublié l'anniversaire de ta maman, des choses comme ça qui peuvent sembler anodines, mais qui ont l'air de te faire du mal. Parce que quand tu dis que tu as oublié l'anniversaire de ta maman, c'est presque, après c'est l'air en larmes, quand tu l'interprètes sur la chanson. Et en même temps, tu sais, je me suis dit, finalement, en écoutant l'album, est-ce que tu penses que c'est possible d'être véritablement amoureux et donc de s'abandonner à l'amour quand on est autant concerné par soi? Et c'est pas une critique, c'est t'as un parcours, t'as une ambition, et en fait, quand t'es artiste, j'ai l'impression que c'est jamais fini. C'est-à-dire que, je sais pas, t'as un certain job, tu peux dire, moi, mon objectif, c'est d'arriver à ça, ou d'être payé tant, etc. Quand t'es artiste et que tu crées de l'art, même si c'est, j'imagine, un boulot génial, mais il n'y a pas de fin, en fait. Enfin, sauf si tu te dis, je vais faire le Stade de France, et même là, en fait, je pense que t'as encore faim. Donc, est-ce que c'est possible d'être assez vulnérable et je sais pas, tu vois, de laisser un peu cet égocentrisme-là qui est un peu obligatoire quand tu as de l'ambition dans cette activité-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et ça va faire écho à un autre titre. Je me sens en maître nageur, en sauveteur. Ce que je fais comme métier, c'est ce que je sais faire de mieux. Je sais rien faire d'autre aussi bien. Et pour faire le truc jusqu'au bout, ça demande un dévouement incroyable et une montagne de sacrifices. Et ça demande tellement de sacrifices, et plus que les sacrifices, ça demande d'avoir une vision tunnel. Pour imaginer tout ça, c'est un peu comme les canassons, tu sais, qui ont les œillères, comme ça. Comme ça, ils savent jamais... si le point d'arrivée est trop loin, ils ne sont pas découragés ou ils ne sont pas tentés de faire une pause. C'est exactement la même chose. Et pourquoi on m'entend pratiquement en larmes sur Dirty Magnolia? Le morceau s'appelle comme ça parce que ce sont les fleurs sales, en fait, que le métier te renvoie. On imagine toujours être
être congratulé ou recevoir des cadeaux toute l'année ou avoir des avantages de dingue, mais on te parle jamais des fleurs sales qui viennent avec ça. Et dans ces fleurs sales-là, on s'oublie. Parce que moi, je pense que j'ai perdu beaucoup de points de vie. Tu vois, entre les deux interviews qu'on a eues, là, je vais un peu checker ma tête. Et je pense que ce que j'ai bien graille, le manque de sommeil, et on oublie les nôtres. On s'oublie déjà, on oublie les nôtres. Et donc, comme je te disais, si j'étais très, très touché et très perturbé au moment de ce deuxième couplet, c'est que je rentre le premier couplet de Dirty Magnolia, et je dépose le casque. Et je suis hyper fier. Et je parle à Medikov qui a enregistré le morceau. Je lui dis, mec, je sens que ce morceau, c'est quelque chose. Je me suis livré, etc. Et là, mon téléphone vibre. Je regarde l'heure. 2 heures. C'est-à-dire que la daronne m'avait même laissé, genre, tu vois, une rallonge. Et elle me dit... je comprends que tu gères le deuil de ta grand-mère à ton rythme, comme tu veux, que tu m'envoies pas de message pour ça, parce que c'est très personnel. Mais même pas un message pour mon anniversaire. Là, je dois t'avouer, mon fils, que ça me fait mal au cœur. Et là, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Mehdi me demande ce qui se passe. Et je lui dis, il va falloir rebrancher le micro. Et tu repars. Et je repars direct. Et c'est pour ça qu'on m'entend aussi ému, aussi touché. Ouais. Ça a été un moment où tu t'es rendu compte que tu courais peut-être trop sans regarder autour, justement. C'était un moment. Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Tu disais, c'est un peu comme les canassons, le point d'arrivée. Est-ce que toi, il y a un point d'arrivée que tu te fixes ? J'ai une vision tunnel. Quelquefois, je jette un œil outre-Atlantique. Il y a des gens, j'aime bien, je me sens un peu titillé, genre une Little Sims, un Kendrick. Je me dis, ah ok, faut que j'aille me battre un petit peu dans ces eaux-là. Mais sinon, je regarde pas à gauche et à droite. Et je dirais que le point final que je m'étais donné, parce que plus tu avances, plus ce point-là recule, j'ai l'impression que c'est une aisance financière totale. J'aimerais être définitivement à l'aise et pouvoir être en mesure d'offrir le meilleur avenir à mon fils. C'est pas le cas aujourd'hui ? Je me fais peur, quelquefois. Ça arrive. Le jeu est pas... Le jeu est vraiment pas fini. Le jeu est vraiment pas fini. La dernière fois, j'étais à la maroquinerie de Gênes et j'ai commandé un VTC. Le gars est arrivé en gros Porsche blanc, tu sais, avec le plafond, avec les étoiles là. Avec les étoiles. Et il y a des gamins qui sont dit, ouais, Thury, merci pour ce que tu fais, on t'aime, etc., etc. Je dis merci les gars, et je referme. Il me dit, mais t'es qui en fait? Je dis non, je fais un peu de musique, mais par contre, tu me mets dans la merde parce qu'ils vont penser que je suis à l'aise. Ils vont penser que je suis trop à l'aise avec ton truc. T'as un chauffeur en Porsche, en fait. Ouais, et d'ailleurs, le mec m'avoue, ouais, non, en plus, j'ai pas le droit, c'est pas la voiture qui a écrit sur le. Bah oui, sur l'application. jamais vu de VTC. Voilà. Mais j'ai fait une petite log, je me suis fait plaisir, tu comprends. Okay. Donc voilà. Ok. Et donc, c'est pour te dire que j'ai pas envie d'envoyer de faux signaux. D'ailleurs, c'était un peu au sens du morceau Reconnu sans être riche sur le précédent projet. C'est exactement. Et pour répondre vraiment à ta question, je regarde certains de mes héros, type Aznavour ou Brel, et quand je lis le livre, je me dis, ah ouais, je me dirige peut-être vers ça. Le succès, peut-être, mais une extrême solitude à la fin. Et je m'imagine comme ça. C'est un peu triste,
Mais là, j'estime que c'est trop tard pour décélérer, pour lever le pied. C'est marrant parce que d'un point de vue extérieur, quand on pense à Foufoune Palace, après évidemment, ta vie, c'est pas que Foufoune Palace, mais en tout cas, nous, ce qu'on a, on n'a pas cette image de solitude-là. Après, évidemment, tu dors pas avec Luigi et Mo, tu vois, évidemment. Mais tu vois, on a l'impression que limite, c'est presque le crew du rap français, un des crews les plus soudés, on ne peut pas dire le crew, mais un des plus soudés. Vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous avez l'air quand même d'être souvent ensemble. Donc on peut se dire que t'es pas solitaire du tout, parce qu'en fait, t'as l'air d'être tout le temps avec tes meilleurs copains. En fait, tu vois, je suis tout le temps avec mes frères, tu vois, et heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là, mais à la fin de la journée, un homme est juste face à lui-même. Comme toi, je suis sûr, on regarde le plafond et on commence à compter les moments où on a merdé ou les trucs qu'on pourrait améliorer. Tu vois. Et c'est surtout cette solitude qui... C'est à ce moment qu'il y a la vraie solitude. C'est le mec que tu vois dans ton miroir. C'est le mec qui regarde le plafond. C'est surtout à ces moments-là. Mais sinon, dans la vie de tous les jours... La solitude, c'est juste que tu te poses beaucoup de questions. Enfin, du coup, seul, mais c'est juste... Je pense que c'est un trait de caractère quand t'es quelqu'un qui ressasse beaucoup les choses et qui se remet aussi beaucoup en cause. Tu vois, c'est le cas dans cet album et même dans les autres, c'est que tu te remets beaucoup en question. Ouais, c'est surtout ça. T'as cité Brel, Aznavour, etc. Et ça me permet quand même d'aborder enfin pas un thème, mais une des couleurs de l'album, c'est que tu chantes beaucoup. Il y a du rap, Boulogne State of Mind, tu viens et voilà, il n'y a pas de problème. Mais globalement, tu chantes beaucoup. Je trouve que tu vas encore plus loin dans la R&B que dans le passé. Comment ça s'est arrivé dans la construction de l'album? Est-ce que c'était une évidence pour toi d'aller vers ça? En fait, c'était presque une évidence. Et je pense que je prépare les gens depuis Bleu Gospel, Papillon Monarque, mais je pouvais pas le faire, même si je suis très fan des contre-pieds. Je pouvais pas le faire tout de suite directement. J'ai un background. J'aime le rap. J'aime toujours autant le rap, mais j'ai beaucoup plus à donner mélodiquement en ce moment. Mais attention, tu vois, je taquine toujours. Il y a toujours un texte de côté. On ne sait jamais. Il y a quelqu'un qui vient avec son portable et tu dis « machin, style, le frère. » tu vois. Non, pour ça, je suis prêt. Mais c'est une question de goût. Et surtout, encore une fois, c'est lié à la tonne de sacrifices qu'on fait. Vu tout ce qu'on fait comme sacrifice, on a le droit de choisir la manière dont on interprète les choses. Les artistes sont pas juste des marionnettes. Non, les gens doivent juste choisir s'ils suivent la proposition. Est-ce qu'ils écoutent ou pas? Ou non. C'est tout. Mais ils doivent pas te dicter. Ça peut être un risque, ça, pour un artiste. C'est... Tout le temps même, j'imagine. Parce que en plus, surtout maintenant, t'as des commentaires tout le temps. T'as interviewé des centaines de rappeurs. Tu sais que quand un mec arrive devant toi et dit « Ouais, sur celui-là, j'ai pris des risques ». En fait, c'est juste qu'il a un peu plus chanté, tu vois. C'est juste qu'il a un peu plus chanté. C'est toujours comme ça. Et puis, il y a autre chose. C'est que j'écris beaucoup pour les gens. Et moi-même, mes textes rappés, j'ai un mal fou, sans repère mélodique, à les retenir sur scène. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Parce que t'écris pour d'autres. Parce que j'écris pour d'autres et que je vais écrire pour moi aussi. Oui. Le fait que t'écrives pour d'autres, c'est des choses qui sont sues, ça? Parce que moi, je savais pas trop ça, où il y a des choses cachées, des choses... Non, mais sans nous dire qui, si tu n'as pas le droit de nous dire qui. Mais en réalité... Pour des chanteurs, chanteuses de la pop ou même pas R&B, pop, le rap, la variété. Dans le rap aussi? Ouais. Des top lines ou t'écris des couplets? Des top lines, des couplets, ça arrive. Ah putain. Ça arrive, je veux Poucave. Mais est-ce que c'est une vraie activité que t'as ou c'est juste de temps en temps? Non, c'est vraiment... Après, j'ai un tout petit peu levé le pied. Pour le projet, j'imagine. Pour le projet. Mais quand
Ça, c'est le côté enfantin du truc quand il y a d'anciens héros Bien à sûr. moi qui m'appellent. Ouais, J'aime bien y aller de temps en temps. Ouais. Ou quand c'est pour une cause noble, quand l'industrie ou le public s'acharne un petit peu sur un artiste et que sa cause me parle, quelquefois je mets mes activités de côté pour donner un coup de main aux artistes. Juste parce que je voulais aussi qu'on parle de quelque chose, c'est t'as fait pas mal de feats ces derniers temps. Énormément. Ouais. Énormément. Pour toi en tout cas, parce que je me Merci. souviens qu'on en avait parlé merci de le et dire. tu m'avais dit, notamment on parlait je crois du feat avec Coelho, et tu m'avais dit que c'était dur pour toi, enfin dur, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas c'était lourd émotionnellement de sortir un tel couplet Ouais. et tu vois, et de le donner tu vois, Ouais. ailleurs, etc. C'était quand même quelque chose qui était une démarche pour toi, Mhm. et depuis t'en as fait plus en fait, Ouais. t'en as fait beaucoup. Ouais. Mais j'ai appris à doser. Ok. Tu vois, Oui. c'est-à-dire que je m'enlève pas toujours une côte. Oui. Avant, je me retirais systématiquement. Ouais, chaque couplet c'était le couplet de ta life en fait, Ouais. à chaque fois. Ouais, ça méritait d'atterrir sur un album et je finissais par regretter. Ouais, Ça, ouais. purée. Donc tu regrettes d'avoir donné ce couplet à Coelho, voilà, on peut le dire. Je suis content. Non, je suis le content. morceau il tue en plus. Non, je suis content de lui avoir donné, mais. Oui, mais t'as appris à jauger tes Mais feats un peu différemment. ouais, c'est ça. Mais sinon, je suis trop content que tu parles de ce run de feat parce que dans mes influences, il y a forcément Lil Wayne, T-Pain, et c'est des mecs qui ont eu des runs de feat. Lil Wayne, d'ailleurs tu le cites, hein, quand j'étais petit je voulais être Tunchi, tu le dis sur la exactement, Ouais, ouais. exactement. Et à ce niveau-là, au niveau du partage, ça a toujours été des exemples. Ah bah ouais, Lil Wayne, il y a vraiment ce moment-là, même encore aujourd'hui d'ailleurs, Ouais. il est encore très présent, mais c'était Ouais. fou. Mais justement sur les feats, il y en a un dont je voulais parler parce que je pense que pour toi, il doit être important, c'est feat avec Oxmo. Tu vois, qu'est-ce que ça représentait de croiser le micro avec lui? Ça a été juste un honneur. Un honneur. Il y a eu au début beaucoup de pudeur, Ouais. mais je voulais absolument qu'il soit vu à sa juste valeur. Tu vois, je voulais que le public, en tout cas un public qui m'est proche, voit toute son éloquence, toutes ses facilités, sa diction, le panache qu'il y a dans son rap, c'est inégalable. Donc quand je me retrouve en studio avec lui et que vient le moment du choix des prods, j'écoute des trucs que je trouve un peu patraque et tout, et je lui dis, mec, t'es Oxmo en fait. T'es Oxmo. Tu sais quoi, il y a un truc que je sais faire, c'est les bangers drumless. Et ça va trop t'aller. Et j'ai l'impression que c'est presque avoir invité Oxmo chez moi. Et... Oui, exactement. Parce que d'ailleurs, même la tape est un peu comme ça, tu vois, où il fait un morceau de drill avec Dossé, enfin Dino, c'est Dossé. Ouais. J'ai l'impression qu'il avait aussi envie de ça. Je reviens sur Lil Wayne parce que on sait à quel point Lil Wayne est une légende. Il y a un moment, je trouve, dans sa carrière, qui a été très critiqué à l'époque, et je vais pas mentir, je déteste cet album, mais je crois qu'il est quand même important, on va dire, dans la pop culture, c'est Rebirth. Carter 3, t'es dur, c'est pas bien. Non, ça va pas, quoi. Carter 3, je suis comme tout le monde, je trouve que c'est un classique. Ouais. Rebirth, c'est l'album rock. T'es chaud. Et en fait, c'est un moment, j'ai détesté cet album, je vais pas mentir, je l'ai pas réécouté depuis, mais je pense qu'il est quand même important, parce que c'est un moment où t'as le rappeur numéro 1 de la planète, tout le monde attend Carter 4, etc. Et il dit, moi, je vais faire un album de rock. Tu vois, donc c'est quand même, on parle de prise de risque là. Pour le coup, c'en est une vraie. Et je trouve, tu vois, que c'est pas du tout un album rock que tu sors, mais il y a des accents rock parfois, tu vois. Et je me suis dit, en fait, vu que tu cites Lil Wayne, est-ce que cette espèce de liberté là, et déjà, est-ce que tu as aimé cet album là? Peut-être que toi, tu l'as aimé, ou peut-être qu'en tant qu'artiste, ça t'a inspiré, tu sais, dans le côté faire ce que tu veux, en fait. À l'époque, Rebirth, je suis trop content. Ok. Parce alors que moi, j'étais pas content que ça sorte. Lil Wayne dit à ma place, vous voyez, j'avais raison. Ouais. Je suis sur le bon chemin. Parce que moi, j'ai une relation très étroite avec le rock. Tu vois, quand les gens me voient avec la casquette à l'envers, ils se disent que c'est juste par rapport à ma calvitie. Non.
Non, les gars. En fait, c'est les rockers du début des années 2000. Là. C'est Fred Durst, Fred Durst du groupe Limp Bizkit, tu vois, qui était un de mes héros. C'est pas par rapport au rappeur Quinry de New York, c'est plus Fred Durst que... C'était plus Fred Durst. Ah, c'est génial, ça. Okay. Donc moi, le rock a toujours fait partie de ma vie, mais je pouvais pas le dévoiler tout de suite, et ça fait partie justement des contre-pieds. Dans l'album, il y a beaucoup de touches rock, et puis... Mais je veux pas faire peur aux gens, c'est pas un album rock, parce que les gens qui aiment pas le rock, ils vont se dire, mais c'est pas ça, mais effectivement, il y a des guitares, il y a des influences à un moment de l'album, et c'est très rigolo, parce que tu sais, en faisant beaucoup de collabs, ou quand j'allais donner un coup de main aux artistes, j'entendais des tentatives de McGee, de Dijon, et j'ai eu peur que tout le monde essaye de sonner pareil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis allé directement à la source. J'ai décidé de travailler avec Clément, qui connaît McGee. Clément, c'est l'ingé qui a mixé et qui a masterisé certains morceaux du projet, qui travaille au Studio Noble, qui est l'associé de SPM. Voilà. C'est un bousier de cette musique aussi. Donc, quand il a entendu les sonorités, il s'est dit, OK, il comprenait ça. Je connais cette musique par cœur. Pour une fois, c'est bien fait. Donc, on y va. Et on est allé encore plus loin. On est allé chercher Simon, qui a masterisé, du coup, McGee et Dijon. Et ça m'a permis d'être à l'aise, encore une fois, dans mes bottes. Mais le rock, en fait... c'est une musique que tu connais. Et depuis petit, je crois que je t'avais expliqué que plus jeune, Boulogne, la terre du milieu, justement, plutôt Boulogne côté nord, là où il y avait tous les événements, les festoches, les spectacles et tout, c'était toujours le rock qui avait la priorité sur nous, le rap. Donc moi, le truc que je faisais, c'est que je me faufilais, j'allais dans les concours de rock avec un band de rock et je rappais. Mes titres, je faisais des versions rock de ces trucs-là. Donc, c'est vraiment pas... T'étais déjà Fred Durst, en fait. T'étais vraiment... exactement. Non, mais il y avait, dans tout ce rock-là, il y avait des flows de rappés, en fait. Tu vois, moi, par principe, je détestais à l'époque, parce que je suis dans un truc... le rap, j'étais vraiment pas ouvert du tout. Mais c'est après que j'ai compris qu'il y avait beaucoup plus d'influence, en fait, tu vois. Bien sûr. Et je savais que j'avais totalement le droit, à partir du moment où Fred Durst de Limp Bizkit faisait des feats avec Redman, Method Man, DMX. Toi, t'as aimé le Jay-Z Linkin Park ou pas, l'album ? Énormément. Ah, purée, moi, je le déteste. T'aimes pas cet album ? Non, mais en fait, parce que par principe, moi, il était en retraite, Jay-Z. Tu reviens pas pour faire un avec Linkin, tu vois. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Si tu me dis que t'es en retraite, si tu reviens en Michael Jordan ou je sais pas. Bon, après, il est revenu. Mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça a été documenté aussi. Oui, c'est vrai. On a vu reposer d'anciens couplets pour que ça tombe bien. Il voulait pas qu'on prenne juste les pistes et il a reposé les couplets. En tout cas, c'était génial. Stratégiquement, c'était fou en tout cas. Ça c'est clair. C'est une des premières fois que je voyais Jay-Z et surtout le processus créatif que moi-même j'ai adopté aujourd'hui, c'est-à-dire le gars qui écrit pas, qui va directement derrière le micro. C'est la première fois que je voyais ça. Toi, t'écris pas du tout ? Non. T'as toujours fait ça ? Non. Non, j'ai pas toujours fait ça. J'ai commencé à faire ça à partir de Tiroir Bleu, la dernière partie du morceau. Parce que c'était trop lourd, je pouvais pas écrire les trucs sur mon portable. Et j'y suis allé et j'étais un petit peu plus à l'aise. Ça a donné un truc hyper spontané et du coup, j'ai gardé ce process. Comment ça se passe, pardon ? Vu que j'ai pas pu interviewer Biggie, mais j'ai interviewé Turi, tu vois, parce que Biggie aussi n'écrivait pas. Donc, toutes les questions que j'ai pas pu poser à Biggie là-dessus, je vais te les poser à toi, du coup. Et tu sais que Biggie, c'était un super chanteur en plus. Mais il l'a fait sur Play Hater, notamment sur Life After Death, bien sûr. Il avait envie de ça, il avait ça en lui. Mais sur des morceaux, alors je dis pas que c'est plus simple quand tu chantes parce que j'y connais rien, mais sur un morceau comme Boulogne State of Mind par exemple, où tu rappes, tu vois. D'ailleurs au début ça commence comme un boom bap et tout, tu vois. Même process.
Mais oui, mais comment c'est possible en fait? Parce que là, il y a beaucoup de rimes, ça rebondit, c'est pas juste une rime en fin de phrase. Enfin, Mec. comment ça se passe? Est-ce que t'écris même pas une rime C'est une giga branlette, en fait. Parce que, je vais t'expliquer. Avant d'écrire sur ton portable, tu réfléchis à ce que tu vas accoucher sur le téléphone. Ouais. C'est exactement la même chose, sauf que moi, je le fais directement au micro. Ouais, mais quand c'est un flow, un flow rappé, Ouais. même si tu peux le faire one shot, je sais pas, mais Non, Il je faut- fais. oui, Et en en plus plus. de ça, je le fais pas en one shot. mais donc Alors, c'est dur quand même. les jours où je suis en forme, je peux rentrer 4 mesures d'affilée. Tu vois. Ou vraiment grand max 6 mesures, mais il faut vraiment que ça soit. Ouais. Oui, mais du coup, Enfin, c'est une t'arrêtes. gymnastique d'esprit. Après, Tu tu le fais t'arrêtes. depuis longtemps, mais oui, mais tu t'arrêtes et tu Ouais. reprends. Mais il y a des gens, Ouais. tu sais, il y a des gens derrière là qui peuvent m'imiter. Parce qu'ils vont me faire. Je dis toujours que je suis un cauchemar pour les ingés parce Ouais. que je fais une phrase, si j'aime pas. En fait, t'as un rapport direct à la spontanéité, aux intonations. T'es plus juste quand tu fais ce truc-là, mais par contre, tu peux recommencer beaucoup de fois. Oui, c'est ça. Naira m'imite, mais à un point. Naira, l'artiste, évidemment, L'artiste, ouais. Très fort. qui dit encore une fois, blablabla, encore une fois. Tu vois. C'est ça, que ça soit rappé ou chanté, je le fais et c'est ce qu'on appelle dans le métier un drop. Oui. Tu vois, c'est tout. Tu dis, j'ai encore posé un lapin à la psychologue à cause d'une go. Mais est-ce que. Le caméra. Voilà. Mais toi, t'as eu ce truc-là. Est-ce que le fait de voir quelqu'un, si tu l'as fait, de parler à quelqu'un, ça a été aussi une manière d'essayer de te sauver toi? Est-ce que ça a été un moment, ça? Ouais. 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 Ça a été dans un moment. Est-ce que c'est ça, pardon, qui t'a aussi donné à tel point l'envie de dire les choses et peut-être de ne pas mentir, tu vois, d'avancer là-dessus? J'ai eu besoin de comprendre pourquoi j'agissais d'une certaine manière, pourquoi c'était toujours un template, pourquoi il y avait un modèle, quoi. Pourquoi il y avait ce modèle-là, Ouais. pourquoi il y avait ces fêlures. Et j'ai tenté pendant des années de trouver les réponses tout seul. Et ça a été vraiment trop difficile. Donc durant la rupture avec la mère de mon enfant, j'ai été obligé. Parce que je le faisais pas seulement pour moi, je le faisais pour le petit aussi. Ouais. Tu vois. Tu voulais pas être ce père qui sait pas où il va, qui tape des crises sorti de nulle part, tu vois, au bord de l'autoroute, là. Ouais. Exactement. Ouais. C'est pile ça. Ouais. C'est pile ça, tu vois. Donc, Ça t'a aidé, en vrai? ça m'a aidé. C'est flippant. Ouais. C'est très flippant. On parlait de solitude tout à l'heure. Après les séances, c'est d'un silence hardcore. Et c'est très difficile, mais je conseille à tous les hommes de le faire. Même si j'ai fui au bout de très très peu de séances. Ah, t'as fui? Ouais, j'ai déjà fui. Et il faut que je reprenne. Oui, t'exclus pas le fait... Non, ouais. là j'ai juste mis pause parce que c'est impossible à conjuguer avec le rythme que j'ai en ce moment. Mais je le conseille vivement. Dès le début de la discussion, tu sais, t'as dit, voilà, t'avais besoin de parler de certaines choses, de trahison, et puis de l'amour au sens large. Et d'un côté, effectivement, tu n'hésites pas à parler de choses que tu as faites, d'erreurs que tu as faites. Ouais. Mais en même temps, on peut comprendre tellement sur le morceau Troll que tout ça vient en fait presque d'une trahison que tu aurais toi subie. C'est comme si t'es devenu mauvais, entre guillemets. Good boys going bad. Voilà, Ouais. tu vois. Il y a un peu ça, c'est comme si on avait l'origin story. Ouais. Tu prends ta part de responsabilité, de bad boy justement, mais voilà, ça vient un peu de là. Ça vient d'un moment qui t'a traumatisé en fait, quelque part. Je dirais plusieurs moments. Okay. C'est une collection de moments parce que de base, moi, j'avais en premier exemple, en amour c'est fou, hein, mais tous ces trucs, ces sitcoms, ces séries B,
où l'amour commence au collège et les gens restent ensemble. Tu vois, un peu LeBron James et sa femme. Ou Kobe jusqu'à l'erreur. Donc voilà, c'était mes modèles et ça a été un petit peu détruit très vite et tu te laisses forcément... Tu tombes dans la facilité, dans les travers et dire bon, puisqu'on m'a fait ça, je vais le faire. Et puis tu finis par le faire à quelqu'un qui mérite absolument pas. Puis ça devient vertigineux, c'est un cercle vicieux et c'est très relou. Et c'est très relou. On parle d'amour et je pense qu'évidemment un des genres musicaux qui en parle le plus, c'est le R&B. Et c'est un album où je trouve, il y a, tu sais, même dans toi, dans ton style, dans le flow, il y a un truc R&B. Tu sais, même dans des expressions, je trouve qu'il y a beaucoup d'expressions même américaines que tu emploies, tu vois, ici ou là, tu vois, évidemment, tu chantes en français, mais tu vois, c'est un truc qui est en toi, mais pas qu'américaine, parce qu'à un moment, tu dis, je suis en 4e, j'ai Wallen dans les écouteurs, je crois, qui est quand même une des reines de ce R&B à la française qu'on a eu. Dans quelle mesure, ça, ce R&B français, il a pu t'influencer musicalement, mais aussi peut-être sur ta vision de l'amour. C'est le R&B, c'est comme les sitcoms, ça te donne aussi une certaine vision des relations amoureuses. Tu vois. Écoute, tout comme le rock, le R&B fait partie intégrante de ma vie. C'est pour ça que j'ai jamais demandé la permission à quiconque. Et oui, j'ai des héros français dans le genre. Des hookmakers comme Karine, Asia, sur toute ma discographie sur Bleu Gospel, Papillon Monarque et sur Les Amants Terribles, il y a toujours la présence de Greggs qui est dans Trait d'Union. Tout à fait. Voilà, Au bout de mes rêves, pour ceux qui ne connaissent pas, Fit Booba. Sur West Side. Matthew Stone, R&B de rue, tous ces albums sont des albums. Pour toi, j'ai l'impression que c'est aussi important ça que Temps Mort et ça fait partie de ton panthéon à toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok. C'est aussi important dans ma palette. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu mélanges toujours le rap et le R&B. Parce que tu dis, je lui parle pas de LOVE, mais de LOX. Je distribue les mêmes Kiss que Jada. Évidemment, c'est une ref au The Lox et à Jada Kiss, tu vois. Il y a toujours quand même ce truc-là en toi. Et même, j'irai même plus loin, il y a toujours cette envie de taquiner, comme tu dis. Et je vais citer une rime où tu dis... je vais aller plus loin. À chaque fois que je pose avec un mec mainstream, j'ai l'impression de danser avec Satan ou d'être pote avec Jack Lang. Il faut le dire avec le faux, c'est trop bien. De me cogner contre un platane, mais je le fais parce que l'argent dicte les règles. Et en même temps, je réfléchis, mais de qui il parle, tu vois ? Mais t'as pas posé avec tant de mecs mainstream que ça. Ou alors peut-être c'est une vanne, peut-être c'est juste une... Non. Ou ça dépend ce qu'on entend par le mainstream aussi. Non, et encore une fois, ça fait partie des fleurs sales du métier, tu vois. C'est dans Dirty Magnolia. Tout à fait. L'extrait que tu as choisi. J'ai essayé. J'ai déjà collaboré avec des gens plus gros et avec du recul, je me suis dit peut-être pas. J'y suis peut-être pas allé pour les bonnes raisons. Donc c'est histoire de dire maintenant je vais quand même faire 3 pas en arrière. Mais parce qu'il y a des gens mainstream avec qui moi je te vois facilement collaborer. Enfin facilement, j'en sais rien, je suis pas en studio. Mais tu vois, il y a des... Tu vois ? J'aurais pas de mal à t'imaginer rapper avec Damso ou avec, je sais pas moi, mais plein de gens. Kaya. Je suis carrément. Tu vois ? Carrément. Mais il faut que je sois en phase avec, pas avec juste le comportement, quelquefois avec l'éducation ou juste le fait d'avoir les mêmes références. Il faut que ça marche en fait. Il faut que ça marche. Tu vois. Et pour répondre à ce que tu disais juste avant, oui, je taquine encore. Et je pense que c'est ce qui fait que le R&B que je peux proposer est différent. C'est Nifa qui a trouvé le terme, elle a dit que c'était du R&B bars.
Tu vois, Oui, j'aime beaucoup. c'est si bien trouvé. Ah, c'est super ça. C'est du RN Bars, en fait. J'ai presque envie de voir une compilation R&B Bars avec R&B les Bars. meilleurs mecs qui peuvent faire du Ils peuvent envoyer R&B. des- Tu vois. Parce que ouais, peut-être que je comble le fait de ne pas pouvoir faire des runs super impressionnantes par la plume. C'est pour ça que j'aime bien aider les collègues, parce que souvent c'est ce qui leur manque, Ouais, malheureusement. Ouais. Tu sais, c'était un genre en voie d'extinction. Quoi, les bars? Dans le R&B, le Ah propos. oui. Le propos. propos. Attention, il y a des gens qui faisaient ça très bien. Bien sûr. On parlait de disques importants, Django Jack. Mhm. Waouh. Même Singila dans le storytelling, Bien sûr. avant, pour moi, il y avait déjà Ouais. du RN Bars. Singla, il avait un côté R&B Bars, je suis d'accord. Mec. Il y avait des punchlines, même de la vulgarité, des Même fois, la il y avait un vulgarité, truc. c'est ça, ouais, c'est ouais. ça. Tout à fait. Ben, en vrai, C'est ça. des fois, tu sais, nous en France, je pense qu'on a un peu trop parfois résumé le R&B à un truc de lover mignon, mais Parce Joe qu'on- Desi, c'est thug, tu Oui, vois. Et il y avait oui. ça en fait dans le Oui, R&B. mais c'est parce qu'à un moment, en première page, on se mangeait shout-out tragédie, salut. Oui, les anciens, oui. mais c'était trop facile. Ouais, C'était trop facile. Et le R&B est revenu à un moment où les gens en ont eu marre de consommer du caca. C'est tout. C'est bon. La carotte, on la connaît. ouais. Ça suffit. Tu penses qu'il y a une nouvelle ère là pour le R&B, notamment en France, parce qu'en vrai aux États-Unis ils se portent bien, mais en France, tu penses qu'il y a un truc là qui se passe? Totalement. Ouais. Totalement. C'est trop beau. Je suis trop content de D'être dedans. de recevoir des messages, même si je me vois absolument pas en sauveur du genre. Je suis content, j'en fais parce que j'aime bien. Mais je refuse dès qu'on veut me donner le truc de « Hey, peut-être que tu peux mettre un coup de pied dans la porte, enfile la cape de ça. » J'y vais pas forcément, je le fais égoïstement. Ouais. Mais je suis trop content de voir des types avec les dents longues et des plein d'artistes qui ont fait leur classe et qui ont écouté des classiques et qui savent vomir le truc à leur manière aujourd'hui. C'est trop intéressant. J'ai une dernière question, mais elle est importante. En écoutant ce projet, je me suis dit, tu sais, j'adore faire des comparaisons entre la musique et le cinéma. Tu vois, Ouais. j'adore ça. Est-ce que si c'était un film, tu le verrais comme Les Amants Terribles, comme une comédie romantique ou comme un drame? Comment tu verrais cet album-là au cinéma? Sans vouloir faire le malin, ça serait une comédie dramatique. Donc avec des rires, mais avec... C'est dur quand même. Ouais, exactement. Un film comme Happiness Therapy. J'adore ce film. Eh ben, Happiness Therapy, c'est dans mon top 3. C'est un de mes films préférés. Et c'est trop un bête de film, pardon, excuse-moi, parce que j'adore ce film. Non, Mais sur le fait que des gens qui progressent, tu vois, des gens qui s'améliorent, des gens qui sont fucked up, ils Exactement. sont foutus les deux, Ouais, tu vois. ouais. Et en fait, ils se rencontrent et... Tu vois, voilà. Et c'est pour ça Il n'y a pas de jugement du passé, Pas du tu tout. vois. Pas Comme du dans... Je voulais en parler ça aussi, mais tu sais, quand tu parles du body count de la meuf, tu t'en fous. Enfin, tu sais, il y a un truc genre... Parce que Jennifer Lawrence, dans ce film-là, elle est un peu... Tu vois, elle est vue, Ouais. elle est dépeinte comme une meuf Oui. facile, etc. Oui. Et bon, bref, elle a sa vie Ouais. cabossée aussi, Ouais. tu vois. Mais il se passe un vrai truc dans le film, quoi. Eh ben, c'est exactement ça. Ok. Tu vois, peut-être Happiness Therapy. Et pour compléter cette réponse, c'est totalement fou. Il faut savoir qu'on a choisi ce plateau parce qu'on a dû changer d'épaule, notre fusil d'épaule très vite. Pour toi, tu l'as en premier, c'est exclusif. Vas-y, dis-moi tout. Moi, je voulais le plateau du Prince de Bel-Air. Le vrai. Le vrai. Je voulais une réplique du truc. Fifou me suit, Mehdi me suit, Nifa, Amo, ils sont hyper d'accord. Évidemment. On attrape C'est la meilleure idée. même typographie, etc., etc. Et 2 jours avant qu'on lance le décor en C'était- production, Ouais. Dochi, Fait le clip de Denaya les... Ouais. exactement. Donc on se lève, on est dégoûté. Ouais. On se dit, on fait comment pour rebondir à ce truc-là, sur ce truc-là. Et nous vient l'idée de ces trucs, de
de Jerry Springer, de Ça va savoir, l'émission en français, et où c'était sur un plateau, mais sauf qu'on se dit, c'est toi le présentateur, et c'est à toi qu'arrivent les galères. Ouais, c'est la fois où t'es l'arroseur arrosé et on parle de ta vie et pas de celle des autres. Exactement. Et encore une fois, sourire permet de faire passer beaucoup plus de messages. Au premier abord, tu peux penser que voilà, ça va être hyper fun. Mais je décide de tenir la main des gens en souriant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un générique au milieu de l'album. De la 1 à la 8, c'est encore lumineux. Mais quand on entend ce générique-là, ça veut dire, attention, vous avez le droit de descendre. Tu vois, faut attacher sa ceinture là où on va, on y va et on remonte pas. C'est la première fois qu'on finit sur une note un peu triste sur un de mes disques, mais c'est enfin assumé. T'as dit que à la base, tu pensais potentiellement même ne jamais faire d'album. Là, t'en as fait un. Ouais. Est-ce que tu imagines maintenant forcément en faire d'autres, ou ça pourrait être le seul album de ta carrière? Pas le seul projet, le seul album. Pour te régaler, j'ai fini l'album et 4 jours après, j'étais de nouveau en studio. Ok. Mais peut-être pas pour un album. Et ça... Si. Peut-être pas. Peut-être pas. Non, ça va être très très drôle comme année. Ok. Waouh, ok. Sachant que, on l'a même pas dit parce que là c'est déjà sorti au moment où les gens voient l'interview, mais t'as même sorti un EP surprise. Exact. La semaine précédant la sortie. Exact. Donc t'as de la musique là. Ouais, beaucoup. Très bien. Bah on se revoit pour le prochain alors. Rendez-vous pris déjà. Merci beaucoup, Thierry. Merci à toi. Beaucoup, moi. Merci à toi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.